Je vais vous rappeler le programme de ce matin, pour vous le mettre en tête. Les intervenants prendront la parole dans l'ordre où ils sont ici. D'abord, Sylvie Imbert, qui est la présidente de l'association Baclofen et l'organisatrice de ce colloque. Donc le deuxième intervenant sera le professeur Granger. Ensuite, l'intervention du docteur Annie Rapp. Ce qui est des journalistes, alors il y a déjà Madame Billon-Bernheim de Que Choisir Santé, et Monsieur Rattel donc de Sciences et Avenir, et on attend, mais elle sera un peu en retard, Vanessa Boylandry de Paris Match. Alors donc ces trois journalistes-là, plus d'autres, s'il y en a qui sont là, eh bien ils se réuniront ici, ils ne feront pas de pause pour le point presse pendant les 20 minutes où les autres pourront sortir. Voilà. Et ensuite, pour prendre la parole, pour finir la matinée, mais pas le colloque, je vous rappelle qu'il y a aussi une partie cet après-midi, le docteur de Beaurepaire qui est devant moi, qui ne souhaite pas être tout de suite à la tribune, mais il est présent, il n'est pas en retard. Il pourra intervenir dans les débats. Voilà, donc je crois que la salle est déjà bien remplie. Merci vraiment beaucoup d'être là si tôt. Et on peut, je pense, commencer. Je pense que tu peux ouvrir le colloque. Bon, mais écoutez, bonjour et merci d'être venu donc aujourd'hui. Bon, je ne vais pas être trop longue. Donc en 2009, ça a été le début pour nous de l'aventure du baclofen. On était alcoolodépendants. On a lu le livre d'Olivier Amezein, Le Dernier Verre, et ça nous a donné un réel espoir puisque les traitements traditionnels ne marchaient pas. Donc on a fait comme lui, on s'est procuré du baclofen. Et en augmentant la dose, on a constaté la fin de notre dépendance. Donc en 2010, pour nous, c'était clair. L'alcoolisme, c'était ni un vice, ni un défaut de volonté. C'était une maladie neurobiologique qu'on pouvait désormais soigner grâce au baclofen. En 2011, on a voulu que d'autres que nous aient la même chance, celle de retrouver leur liberté. Donc on a créé l'association Baclofen et un forum d'entraide. Ce forum qui est très actif permet d'aider ceux qui souhaitent se lancer dans ce traitement en leur fournissant une adresse de médecin s'ils n'arrivent pas à convaincre le leur et en les accompagnant tout au long du traitement. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça marche. Ils arrivent très bien à se sortir de l'alcool et à trouver la fameuse indifférence dont parle Olivier Amezein. Voilà, en 2012, les choses ont bien avancé. L'ANSM ne remet plus en cause l'efficacité du baclofen. Ça, c'est un grand pas que on doit à des pressions exercées notamment par le professeur Granger. On dénombre pas mal de guérisons aussi, les guérisons s'accumulent. Le Nouvel Observateur a consacré un gros dossier à ce sujet en mai dernier. On s'aperçoit aussi que les ventes de baclofen ont explosé, ce qui prouve que beaucoup de monde se soigne grâce à ce médicament. Mais dans un autre temps, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de gens qui sont encore peu informés. Chaque nouvel article de presse amène des nouvelles personnes sur le forum. Donc il y a des gens qui, en 2012, n'ont encore jamais entendu parler de ce mot. Oui, et en 2012 aussi, les essais qu'avait réclamé Olivier Amezein en 2004, les essais officiels baclofen contre placebo, sont enfin en cours de réalisation ou vont l'être. Donc il y a déjà celui qui est mené par Philippe Jory, Bacloville, et il y a un deuxième qui vient juste d'être autorisé, dont on en a parlé dans la presse ces derniers jours, c'est Alpadir. C'est un essai un peu curieux, conduit par des médecins qui étaient jusqu'à présent très réticents sur baclofen, mais bon, on va voir ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, les résultats de ces essais ne seront pas officiels avant 2015. Donc il n'y aura pas de reconnaissance officielle du baclofen d'ici cette date. C'est très long et nous ne voulons pas attendre aussi longtemps
Parce que tant qu'il n'y a pas de statut légal pour le baclofène, il y a beaucoup de médecins qui ne veulent pas prescrire. Donc, on a regardé ce qui était possible de faire. Il y a une solution qui est envisageable, qui s'appelle la recommandation temporaire d'utilisation. C'est quelque chose que l'ANSM peut faire et qui correspond tout à fait au cadre du baclofène, puisque ce médicament a déjà l'AMM pour une autre indication. Donc nous leur avons demandé de s'autosaisir et nous attendons leur réponse. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je passe la parole au professeur Granger. Oui, merci chère Sylvie. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est pas facile d'entrer à l'école polytechnique, c'est très mal indiqué. Ça me rappelle la blague, que faut-il faire pour aller au Carnegie Hall? Beaucoup de travail. Bon, alors, mon exposé va être assez rapide. Je vais aborder 3 grands points. L'utilisation du baclofène en pratique. Moi-même, je suis un prescripteur de baclofène. Dans mon service, nous avons une cohorte d'environ une centaine de patients qui est en cours d'ailleurs d'exploration et d'études pour publier nos observations. Donc l'utilisation pratique du baclofène, parce que on a une réponse, c'est-à-dire on sait que c'est un traitement particulièrement puissant, efficace, mais il y a encore beaucoup de questions autour de la mise en œuvre pratique de ce traitement. Je parlerai ensuite de l'attitude des autorités sanitaires, en particulier de la sécurité sociale et de la NSM, dirigée par le professeur Maranaki. Ils ont été interpellés, je les ai interpellés, et j'ai obtenu des réponses cette semaine en prévision de notre réunion, et vous verrez que là aussi il y a du nouveau. Et enfin, je dirai quelques mots des études en cours. Je parle des études en double aveugle contre placebo. Il faut que je parle plus fort. Oui, il faut surtout que je mette le micro plus près de ma bouche. Donc, l'utilisation pratique du baclofène, l'attitude des autorités et quelques réflexions sur les études en double aveugle contre placebo en cours. Alors, en ce qui concerne l'utilisation du baclofène, je dirais qu'elle est complexe. C'est-à-dire que le conte de fées qu'on a parfois entendu, vous êtes alcoolique, vous prenez du baclofène, 3 jours après, vous êtes indifférent à l'alcool et on n'en parle plus. C'est évidemment une vision un peu raccourcie des choses. Et en pratique, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Pourquoi? Parce que la susceptibilité des patients et la réponse des patients alcoolodépendants, je ne parlerai pas aujourd'hui des autres indications potentielles, est infiniment variable. Il y a des effets indésirables, beaucoup passent avec le temps, mais d'autres ne passent pas avec le temps, et parfois, c'est très rare, mais on est obligé d'arrêter le traitement à cause de ces effets indésirables. C'est un produit très puissant. D'autre part, la réponse des patients apparaît à des doses dans une fourchette très très large. Certains patients, il y avait déjà des études d'ailleurs en double aveugle contre placebo, peuvent répondre à 30, 60, 90 mg. Pour d'autres, il faut aller à 300, 400, voire même 500 mg. Il faut beaucoup tâtonner sur l'heure des prises, parce que ça dépend s'il y a des pensées liées à l'alcool toute la journée, s'il y a des prises d'alcool toute la journée, ou si c'est un craving qui apparaît tous les jours à la même heure. Et là, la prescription n'est pas du tout la même, il faut cibler le craving. Et puis, il y a toutes les difficultés qui sont liées aux rechutes, aux périodes de moins de vigilance où les patients, croyant que ça va, que la partie est gagnée, baissent le traitement ou ne le prennent plus. C'est lié aussi à toutes les comorbidités psychiatriques qu'on trouve chez ces patients et qui sont considérables. Donc, il faut très souvent associer une prise en charge psychologique ou psychiatrique lorsqu'il y a des comorbidités psychiatriques importantes et qui entravent la possibilité
que le baclofène donne des résultats optimaux. Et puis il y a toutes les interrogations concernant le devenir à long terme. C'est-à-dire que comme on sait que ce produit est utilisé en neurologie et sur de longues périodes, mais pas rarement quand même à des doses aussi élevées. Donc il y a des interrogations, mais c'est la même chose de n'importe quel médicament qui a une nouvelle utilisation sur le devenir à long terme. Maintenant, on a du recul de plusieurs années chez certains patients, qui est tout à fait rassurant. L'ANSM, je ne sais pas si vous l'avez vu dans son tout dernier avis qui date de ces derniers jours, c'est un avis de novembre 2012, dit qu'il y a des signaux concernant la pharmacovigilance. C'est évident qu'un produit qui est très largement prescrit à des doses très fortes chez des patients qui souvent ont des traitements associés ou continuent au début du traitement à prendre de l'alcool entraîne des difficultés, des effets indésirables graves, des accidents, etc., etc. À ma connaissance, le baclofène seul n'a jamais été à l'origine de décès, notamment en cas d'ingestion massive, parce qu'il y a évidemment des tentatives de suicide avec le baclofène. Mais la NSM dit aussi que les effets indésirables sont sous-notifiés. C'est-à-dire que comme c'est une prescription hors AMM, comme il y a autour de cette prescription des difficultés médico-légales potentielles, les effets indésirables ne sont pas rapportés, mais enfin ils sont sous-notifiés. C'est le cas aussi pour tous les autres produits, en particulier les psychotropes. Donc il y a une surveillance des centres de pharmacovigilance, mais pour l'instant il n'y a jamais eu quelque chose de grave qui pourrait remettre en question l'utilisation du baclofène. Et puis il y a toutes les difficultés qui sont liées au nombre de comprimés. C'est-à-dire que prendre 30 comprimés par jour, ou même 20, ou même 12, c'est beaucoup. Ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même, de la part des patients, une grande adhésion au traitement et que ça ne pose pas de problème majeur. Ça pose des problèmes majeurs quand on sort de la pharmacie avec toutes les boîtes parce que c'est très volumineux. Et les pharmaciens ne sont pas toujours... D'ailleurs, n'ont pas toujours compris l'intérêt de ce traitement et font parfois des difficultés. Mais bon, le but du laboratoire qui va déposer une demande d'AMM, c'est justement de commercialiser des comprimés beaucoup plus dosés pour faciliter les choses. Donc on en parlera lors de la discussion. Je ne peux pas aborder tous les problèmes pratiques. Et puis là, je vous parle de mon expérience qui n'est pas la même probablement que celle des autres prescripteurs. Alors maintenant, quelle est la position des autorités? Alors pendant très longtemps, ça a été le silence total. C'est-à-dire que l'AFSAPS, qui maintenant est devenue la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des dispositifs sanitaires, dispositifs de santé, ou des dispositifs médicaux, je ne sais plus, enfin ANSM, Agence nationale de sécurité des médicaments, n'avait pas pris position. Ensuite, elle a pris une première position, je crois en 2011, qui était très négative, qui attirait l'attention sur les dangers, sur le fait qu'on n'avait pas de données scientifiques, etc., etc. Moi-même, j'ai fortement critiqué cette position parce qu'elle ne me paraissait pas correspondre aux données dont on disposait déjà. Il y avait eu des publications d'études observationnelles qui ne correspondaient pas du tout à ce que disait la NSM. Et surtout, cette position de la NSM a été prise après la réunion d'un comité d'experts qui avaient des liens d'intérêt avec des laboratoires qui commercialisaient déjà ou qui désiraient commercialiser des produits concurrents. Donc pour moi, c'était entaché de conflit d'intérêts et de manque d'objectivité. Je suis allé voir le président, le directeur général de la NSM, le professeur Maraninki, pour attirer son attention sur l'intérêt de ce produit. J'ai pas eu besoin de le faire parce que je pense, l'impression qu'il m'a donnée, c'est qu'il est convaincu de l'intérêt de ce produit, mais qu'il est là pour faire respecter les procédures, la loi, etc. Donc il y a eu un autre avis de la NSM
à la suite de tout ça, beaucoup plus favorable, en disant oui, ce produit a un intérêt chez certains patients, etc., etc. Alors on pourrait critiquer tel ou tel point de la vie, mais ça a été ressenti comme une sorte de feu vert ou de feu orange pour la prescription de baclofène, et je pense que beaucoup de médecins qui étaient hésitants ont passé le cap parce que cet avis était plus favorable, et cet avis plus favorable est venu aussi après une autre publication du printemps dernier qui confirmait les deux premières publications sur la grande efficacité de ce médicament avec, si on prend l'ensemble des patients traités et si on considère que tous les perdus de vue étaient des échecs, donc sur un suivi de cohorte de 180 patients, à un an, plus de 50% d'abstinents ou de consommateurs modérés, c'est-à-dire de consommateurs sans risque de verres chez les femmes, 4 verres chez les hommes par jour. J'ai rencontré aussi Hubert Allemand, qui est le médecin responsable de la sécurité sociale. Enfin, il y a un médecin conseil national, c'est son titre exact. Alors, il faut préciser que le professeur Maraninki est cancérologue, donc il connaît bien les ravages de l'alcool. Le professeur Allemand, lui, est gastro-entérologue. Il connaît aussi la question de la dépendance à l'alcool et des conséquences somatiques. Il a l'air, lui aussi, tout à fait convaincu de l'intérêt de ce médicament. Il a vu aussi l'explosion des ventes parce qu'ils sont informés, comme la NSM d'ailleurs. Mais ce que j'ai senti, c'est un grand traumatisme lié à l'affaire du Mediator, et la sécurité sociale veut faire attention aux implications légales qu'il y aurait à faire des recommandations ou à se prononcer sur le baclofène. Et à ce jour, à ma connaissance, elle n'a jamais donné d'avis particulier. Alors est arrivée la nouvelle loi sur le médicament et cette possibilité de RTU, recommandation temporaire d'utilisation. Ça veut dire que la NSM dit ce médicament a un intérêt, on recommande son utilisation, mais il y a une procédure qui permet de surveiller les effets indésirables. C'est-à-dire, il faut, chaque fois qu'on fait une RTU, noter les résultats observés et les effets indésirables. Et cette RTU ne peut normalement se faire que dans la perspective d'une autorisation de mise sur le marché. Donc tant qu'un laboratoire n'a pas l'intention de demander une autorisation de mise sur le marché pour le baclofène dans la dépendance à l'alcool, la procédure était difficile à mettre en œuvre. Mais on va sûrement beaucoup en parler. Il y a un laboratoire qui s'appelle Etipharm qui est le promoteur de l'essai Alpadir qui lui dit voilà, nous on va demander une AMM dans la dépendance à l'alcool pour le baclofène. Donc c'est une première condition qui est remplie. L'autre condition, c'est qu'il faut demander qu'il y ait une RTU. Et qui peut le demander? Ça peut être la sécurité sociale, ça peut être la ANSM qui s'auto-saisit, qui se dit bon là il y a quelque chose à faire, il faut peut-être faire une RTU. Des associations peuvent demander aussi qu'il y ait une RTU pour tel ou tel médicament, et des sociétés savantes. Alors je crois que ce sont des associations agréées ou reconnues, mais bon, enfin reconnues ou pas, l'association Baclofène a écrit à la NSM pour qu'il y ait cette fameuse RTU. Parce que s'il y a une RTU, ça change énormément les choses. C'est-à-dire que c'est un pas de plus vers la reconnaissance du médicament et la perspective d'une AMM, y compris si elle est un petit peu lointaine. Alors, comme il y avait cette réunion aujourd'hui, j'ai réécrit au professeur Allemand et au professeur Maraninki pour savoir où ils en étaient avec cette RTU, puisque les textes sont parus, on peut le faire. Il n'y a aucun obstacle maintenant pour le faire. Alors j'ai parlé de cette réunion, etc., et qu'on voulait avoir des informations. Alors le professeur Allemand m'a répondu ceci, c'est très court, je vous lis sa lettre. Chers collègues, comme je vous l'avais indiqué lors de notre rencontre, nous sommes particulièrement attentifs aux problématiques que vous soulevez dans votre courriel, c'est-à-dire l'intérêt
du baclofène. Je fais procéder à des analyses complémentaires sur nos bases de remboursement. Ils veulent voir s'il y a vraiment une augmentation importante des prescriptions. En fonction des résultats, nous pourrions être amenés à saisir l'ANSM d'une demande de RTU pour le baclofène dans le traitement de l'alcoolodépendance. On voit qu'il y a des conditionnels et beaucoup de prudence. Bon, c'est une réponse qui n'a pas grand intérêt parce que les questions qui se posent, il a déjà les réponses, on sait que les ventes ont augmenté, enfin bon. Ce qui est beaucoup plus intéressant, et je réservais cette information à notre réunion d'aujourd'hui, c'est la réponse de Dominique Maraninki, qui me répond: nous avons été saisis par l'association baclofène, nous avions l'intention de nous auto-saisir, le dossier est parti en instruction selon les modalités mentionnées dans la loi, le décret est présent sur le site. Donc sur le site de la NSM, vous avez la procédure pour faire une RTU, et si j'interprète bien cette réponse, ça veut dire que la procédure est lancée. Donc ça veut dire que très rapidement, d'ici 1 ou 2 mois, on saura s'il y a une RTU pour le baclofène. Et il ajoute: nous nous félicitons du démarrage des études indispensables maintenant lancées chez un nombre significatif de patients et investigateurs volontaires. Nous les suivrons de près. Alors effectivement, les 2 études dont je vais parler maintenant, en double aveugle contre placebo, pour être lancées, ont besoin de l'avis de la NSM, qui est donc très au courant des protocoles qu'elle doit valider et de l'avancée des études. Alors je ne sais pas si j'espère que je ne suis pas trop long, donc quelques mots très rapides sur les 2 études en double aveugle contre placebo. Vous savez que pour faire la preuve qu'un produit est efficace, il y a différents niveaux de preuve. Et le niveau de preuve le plus élevé et le plus convaincant pour la communauté scientifique, et ça ne se discute pas d'ailleurs, ce sont les études en double aveugle contre placebo. Les études observationnelles de cohorte, comme il y en a déjà pour le baclofène, et qui sont formidablement positives, c'est un niveau de preuve, c'est un niveau 3, donc c'est un niveau bien inférieur. Mais c'est quand même, c'est pas rien, c'est-à-dire c'est une preuve qui n'est pas du meilleur niveau, mais c'est déjà un élément de preuve. Alors les 2 études en double aveugle contre placebo sont très différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui colle beaucoup à la pratique réelle, à la vraie vie, c'est celle du professeur Jory. L'étude qui s'appelle Bacloville, qui a démarré, si je ne m'abuse, en mai dernier, qui est donc une étude en ambulatoire. Les gens viennent en consultation, ils sont inclus dans l'étude, par tirage au sort, ils reçoivent soit du placebo, soit du baclofène, avec un suivi d'1 an. Et ce qui est intéressant, c'est que la posologie utilisée est flexible, c'est-à-dire qu'on adapte la posologie aux patients. On fait du sur-mesure, ce qu'il faut faire avec ce produit, ce qu'il faut faire avec tous les médicaments, mais particulièrement avec le baclofène, comme avec d'autres médicaments qui sont dans le même cas. Alors cette étude a bien avancé, puisque j'ai vu que le professeur Jory avait déclaré tout récemment que les 2/3 des patients étaient déjà inclus. Je crois que c'est une étude sur 310 patients, enfin cet ordre-là. Et cette semaine a été annoncé le lancement de l'étude Alpadir, qui est donc l'étude, elle, dont le laboratoire Ethypharm est le promoteur, alors que dans l'étude de Jory, c'est l'assistance publique Hôpitaux de Paris qui est promoteur. L'étude de Jory est sur des fonds publics partiellement et sur des fonds privés, mais c'est un mécène qui a donné une énorme somme d'argent pour que cette étude puisse se faire. L'étude Alpadir est, elle, entièrement financée par le laboratoire Ethypharm. Laboratoire qui a donc l'intention de commercialiser des comprimés davantage dosés. Alors ce qui est frappant dans cette étude, c'est qu'elle ne correspond pas du tout, et c'est assez curieux qu'un laboratoire qui a envie de résultats positifs ait adopté un tel protocole, mais probablement qu'il a été mal conseillé. Il a d'ailleurs été conseillé par des gens qui n'ont jamais rien compris au baclofène, et le protocole Alpadir le confirme.
C'est-à-dire, c'est avec une dose fixe de 180 mg. Marche ou crève, tu auras 180 mg. Ce qui est idiot, mais c'est complètement idiot, parce que il y a des patients qui vont réagir à 90 mg, on va leur donner 180 mg, donc ils vont avoir plein d'effets secondaires, probablement. Enfin, en tout cas, il y a plus de risques qu'ils aient des effets indésirables. Et inversement, il y a des patients, et on en voit tous les jours pour qu'il faut des doses supérieures à 180 mg, et on va dire que c'est un échec du traitement. C'est pas un échec du traitement, c'est un échec du protocole. Malgré ça, on peut espérer que cet essai sera favorable. Je pense qu'il sera favorable, mais que les conditions optimales pour qu'il le soit n'ont pas du tout été réunies, parce que le conseil scientifique de cet essai, c'est les mêmes qui avaient conseillé à peu près l'AFSAPS pour qu'elle donne un avis négatif sur le baclofène, et ils ont des conflits d'intérêts. Enfin, on en parlera, je crois, au cours de cette journée. C'est pas ça qui explique uniquement l'inadéquation de ce protocole. Je pense que la démarche adoptée a été de dire on va tester le baclofène comme on teste un antidépresseur. Donc là, il y a une dose à peu près unique avec une marge de manœuvre très faible. Mais c'est comme si on disait on va tester l'insuline chez les diabétiques et on va donner une dose fixe de 10 unités. Évidemment, il y en a qui vont répondre à 10 unités, qui vont être améliorées. Il y en a qui vont faire des comas hypoglycémiques et il y en a d'autres qui vont garder les mêmes chiffres ou quasiment de glycémie. Donc voilà, cet essai, je répète, est très critiquable. Alors ceux qui l'ont conçu sont quand même optimistes puisqu'ils tablent sur, je crois, une efficacité de 45% dans le protocole, ce qui d'ailleurs, vu le protocole qu'ils ont utilisé, n'est pas totalement aberrant, puisque dans l'étude en ouvert de Jory et Borper, ici présent, la moyenne et la médiane d'efficacité, c'est dans les 140 mg. Donc on sait qu'à 180, on va avoir énormément de gens qui vont répondre. Mais aussi, il y a ce problème de tolérance. Donc d'un côté, vous avez du prêt-à-porter. D'un côté, avec Alpadir, vous avez du prêt-à-porter. Et avec Jory, vous avez du sur-mesure. Personnellement, je suis favorable au sur-mesure en médecine en général. Voilà, je vous remercie et j'essaie d'être assez bref pour qu'on puisse discuter longuement avec la salle. Merci professeur et bravo entre autres pour avoir tenu impeccable les 20 minutes, parfaitement. Voilà, et puis puisque effectivement le programme définitif n'est pas arrivé, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas amené le programme qu'ils ont reçu par Internet, que le professeur Bernard Granger qui vient de parler est professeur de psychiatrie à l'université René Descartes à Paris et chef de service psychiatrie à l'hôpital Tarnier, également à Paris. Ça fait partie du groupe Cochin, mais c'est un hôpital à part l'hôpital Tarnier. Et c'est le même professeur Granger que vous avez pu voir il y a peut-être quelques années sur le front de la défense de l'hôpital public, ou récemment à la télévision au sujet des phobies, puisque bien sûr vous ne vous occupez pas que de l'alcoolologie et que du baclofène. Voilà, donc le débat est ouvert. On m'entend là? On m'entend? Oui, ok. Je m'appelle Pierre Astor, je suis chercheur retraité de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. J'ai fait de la nutrition, donc pas du tout de la pharmacologie. Juste un commentaire sur les deux essais que vous avez brièvement présentés. J'imagine, parce que pour défendre le deuxième, que le seul avantage de la dose fixe, c'est qu'on ne peut pas rompre le double aveugle. Quand on fait une dose modulée, comme dans le premier essai que vous avez présenté, forcément le médecin, d'une part le patient, sait qu'il prend le produit actif, j'imagine, non ? Non, dans les deux cas, le double aveugle est parfaitement, est respecté dans son principe. C'est-à-dire qu'on donne le même nombre on donne une base, un traitement de départ, et après on l'augmente progressivement. Mais on l'augmente progressivement, le placebo ou le produit actif, c'est exactement pareil
Dans les deux cas, si vous voulez, la procédure est la même et le médecin parfois est persuadé que tel patient prend le placebo, il s'aperçoit que quand on lève l'aveugle qu'il prend le baclofène et inversement. Donc dans les deux cas, le double aveugle est parfaitement respecté. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, enfin d'accord, ça veut dire qu'il y a un protocole de gradation de la dose et qu'on n'arrête pas, quoi. On ne décide pas, parce que c'est pour dire ça marche ou ça marche pas, il faut quand même décider que... Oui, alors il y a un maximum. Dans les séjories, il y a un maximum qui est de 300 mg. D'accord, mais on peut éventuellement arrêter avant si on constate que le patient est considéré comme amélioré, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que on commence le traitement, on voit les effets, s'ils sont insuffisants, on augmente, jusqu'à ce qu'ils soient suffisants. Mais si le patient répond à 90 mg, on arrête à 90 mg. Alors qu'à ne pas dire, tout le monde... Oui, j'avais compris, tout le monde prend la même dose. Bon, je vous remercie. Attends, Beaurepaire dit que c'est pas vrai. Juste pour dire, pour Alpadir, tous les patients n'auront pas nécessairement 180 mg. Les patients vont monter progressivement et quand les patients diront je ne sens plus de craving pour l'alcool, ils pourront s'arrêter à 60, 90. Si. Ben, on vous a dit des choses fausses. C'est après sevrage. Mais oui. Après sevrage, les patients vont être contrôlés sur leur craving et en fait, l'étude est fondée sur le craving. Quand des patients diront qu'ils n'ont pas envie de boire avec une dose faible, on ne montera plus la dose. Alors, il y a d'autres différences effectivement entre les deux essais. Ce que tu dis est à vérifier parce que on a rencontré le responsable d'Etipharm et moi j'avais compris et j'ai entendu De Tilleux présenter le projet à l'Académie de médecine parce que l'Académie de médecine est très intéressée par le baclofène et a envie de le soutenir. Très amusant parce que ce sont des vieux messieurs, il y a quelques dames mais très peu. Et un ancien secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine a dit « Ah, j'ai regardé dans nos archives, pour la pénicilline, on a été très très en retard, alors il ne faut pas rater le baclofène. » Donc, mais c'est à vérifier, je n'ai pas le protocole sur moi, mais de toute façon, ça ne va pas au-delà de 180 mg. Alors l'autre différence, j'ai pas eu le temps d'en parler abondamment, mais c'est que dans les séjories, une fois de plus, c'est comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que on ne demande pas que le patient soit sevré pour commencer le baclofène. Alors que dans l'autre, c'est sevrage d'abord, baclofène ensuite. Ce qui veut dire en pratique que très souvent, ça peut ou ça va nécessiter l'hospitalisation du patient pour sevrage. Enfin, toute la démarche autour des cures de sevrage, des hospitalisations de sevrage sont préservées dans cette optique. Et on sent bien que c'est une arrière-pensée consciente ou inconsciente qui est là dans ce protocole. Alors que je ne sais pas si c'est ta pratique, mais moi je ne demande pas aux patients si le patient dit je bois plus depuis tant de temps, mais j'ai du mal, baclofène. S'il boit toujours, mais baclofène quand même. D'autant plus que le baclofène a commode propriété d'aider à lutter contre les symptômes de sevrage. Il est peut-être moins puissant là-dessus que les benzodiazépines ou que d'autres produits utilisés, mais donc on peut tout à fait réaliser un sevrage progressif ambulatoire sous baclofène et instaurer le traitement avant que le patient soit sevré. On commence à se remplir. Bravo à ceux qui trouvent le chemin déjà du balcon. Mais pour poser des questions, il vous faut effectivement descendre parce que les micros sont en bas, les personnes ne pourront pas faire l'aller-retour. Et par contre, alors si les personnes qui sont au bord des travées acceptaient un petit peu de se décaler, ça laisserait quelques places justement pour ceux qui arrivent en retard ou ceux qui voudront descendre du balcon. Donc si vous pouviez vous décaler vers le centre, vous savez comme on fait au cinéma quand les gens arrivent, ça serait sympa. Bon, ça, je savais que je n'aurais aucun succès, c'est toujours pareil. Voilà. Sinon, nous avons été rejoints donc au niveau de la presse par la représentante de Paris Match, Madame Vanessa Bois-Landry, qui est ici. S'il y a d'autres journalistes qui sont là, n'hésitez pas à le signaler. Vous savez que vous avez un point presse qui sera entre 11h et 11h20. Voilà. D'autres... Merci. Ah, c'est très gentil, merci. Voilà. Et donc,
Si vous voulez descendre et poser des questions, voilà. Il y a une question, mais c'est à vous, il y a pas de souci. Bonjour à tous. Donc en fait, je suis traité au baclofène depuis le mois de juin. Je suis le seul patient aujourd'hui sur la ville de Versailles à avoir été à l'hôpital Mignot et avoir rencontré un médecin qui a voulu m'écouter. Et en fait, on m'a proposé tout de suite le traitement classique, c'est-à-dire cure ou abstinence. Et j'ai essayé. Je suis retombé, la première fois que je suis repassé devant un bistrot, j'ai rebu de la bière. Et depuis le mois de juin, je suis traité. Aujourd'hui, je suis à 150 mg par jour. Et depuis maintenant, donc juin, juillet, depuis août, j'ai plus aucun craving, j'ai plus aucun problème avec l'alcool. Je bois toujours 2-3 verres par jour. Par contre, je ne me rince plus les dents au whisky le matin, si vous voyez ce que je veux dire. Et ma question, c'était de savoir si ce traitement était un traitement à vie ou s'il y avait possibilité un jour d'espérer arrêter. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai un certain nombre d'effets indésirables, notamment une sécheresse buccale importante, une insomnie, ça fait 15 jours que je dors entre 2 et 3 heures par nuit. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre des fourmillements dans les jambes, dans les extrémités, des tremblements. Mais sinon, j'allais dire par rapport à l'alcool, le bénéfice-risque du baclofène, pour moi, c'est à 10 000% pour. Bien, Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage qui d'abord est très touchant et d'autre part est assez prototypique de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire des effets radicaux sur le craving et sur l'envie d'alcool et des effets indésirables qui peuvent être gênants mais qui sont supportables et avec les bénéfices largement supérieurs aux inconvénients. Alors la question que vous posez, évidemment, elle nous est posée tout le temps. Moi, je vais vous dire ce que je réponds. Probablement que mes collègues ne répondent pas la même chose. Je dis d'abord que les effets indésirables, certains d'entre eux vont probablement disparaître avec le temps, notamment les picotements, les choses comme ça. Oui, bon. Non, mais... Deuxièmement, après un certain laps de temps, après plusieurs mois de traitement, on peut diminuer les doses. Et là, à ce moment-là, évidemment, ça facilite la disparition des effets indésirables. Troisièmement, pour certains effets indésirables, il y a des médicaments correcteurs pour dormir et les somnifères, etc. Et c'est parfois difficile. Non, mais c'est parfois, soit le patient refuse les somnifères, soit il ne marche pas, il faut en essayer d'autres, mais il y a différentes possibilités pour lutter contre l'insomnie, qui est effectivement un effet indésirable à la fois gênant et assez fréquent. Et maintenant, pour le long terme, je vous disais tout à l'heure, on n'a pas un recul suffisant pour répondre à votre question. À vie, bon, l'avenir ne nous appartient pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est plusieurs choses. C'est que certains patients arrivent à l'arrêter. Alors, est-ce qu'ils rechutent à long terme? L'avenir nous le dira. Et d'autres patients voient bien qu'en dessous d'un certain seuil, après avoir baissé le traitement initial, en dessous d'un certain seuil, retrouvent la fragilité à l'égard de l'alcool. Et à ce moment-là, il faut, par sécurité, maintenir ce traitement, mais qui est à des doses inférieures, dans votre cas par exemple, à 150 mg. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais peut-être que mes collègues, notamment Renaud de Bourpère, qui a plus de recul que moi, largement, répondraient autre chose. Ou à NIRAP. Merci. Oui, donc j'ai étudié cette question dans mes dossiers. Et sur les 139 cas que j'estime être un succès, eh bien, il y en a 15 qui continuent sans baclofène et auxquels j'ai des nouvelles. Voilà. Donc, ça fait 11% de ce pourcentage de succès. Certains rechutent et reviennent et reprennent le traitement. D'autres, non. Pour l'instant, ça va. Oui, voilà Didier Closs, médecin généraliste. J'ai actuellement environ 30 patients sous baclofène.
Pour environ 5 à 6 d'entre eux, j'ai noté alors baclofène pour des problèmes d'alcool ou pour des problèmes d'opiacés alcool ou opiacés simples. Hein. Donc j'ai dans le style. Et 5 ou 6 patients m'ont fait remonter un dégoût à l'alcool. Sur ces patients-là, j'en ai 5 qui m'ont fait remonter un dégoût à l'alcool. Est-ce qu'il y a un effet antabuse qui a été noté par rapport baclofène alcool? Alors c'est pas un effet antabuse. Il y a plusieurs choses. Il y a soit un désintérêt pur et simple. C'est-à-dire, personne voit un verre d'alcool, ça lui dit rien, il préfère prendre un verre d'eau. Il y a parfois une modification du goût. Et parfois il y a les interactions entre baclofène et alcool. C'est-à-dire que l'alcool est beaucoup moins supporté, ou beaucoup plus mal supporté qu'il n'était avant. Mais c'est pas réellement un effet antabuse. C'est-à-dire c'est pas ce qu'on observe avec l'espérale, par exemple. Question à poser. Moi, j'ai un problème. Je suis suivi par un médecin alcoologue d'un hôpital, dont je ne citerai pas le nom. Il est complètement anti-baclofène. Alors lui, ce qu'il me donne, c'est Valium. Il me shoot au Valium, en clair, à Otal. La Otal est aussi, pour moi, aussi efficace que les Smarties, on va dire. Et comment dirais-je, pour pouvoir avoir du baclofène, il m'a dit il y a un protocole à remplir et tout ça, je suis d'accord. Mais il est complètement contre. Et lui me donne Valium 10 sans arrêt. Donc j'ai dû aller voir un généraliste qui, lui, ne maîtrisant pas le sujet, m'a donné du baclofène, mais il connaît pas les doses. Alors, à l'heure actuelle, je prends un cachet et demi le matin, un cachet et demi le midi, un cachet et demi le soir. Donc, il sait pas donner les doses exactes. Ce que j'aimerais savoir, c'est si je peux avoir une liste de médecins qui sont pro baclofène. Moi, le but de prendre baclofène, c'est si je le peux, je le souhaite en tout cas, c'est d'arrêter complètement l'alcool. C'est de ne pas pour me dire je prends baclofène pour pouvoir boire un verre ou un truc comme ça. Le but, c'est d'arrêter complètement. Et ce que j'aimerais savoir, c'est les dosages. Quelqu'un qui soit assez professionnel pour me dire pour l'instant, ce que je prends, je ne sais pas ce que ça vaut. Et quelqu'un qui puisse me donner un dosage d'essai pour pouvoir progressivement monter, parce que pour l'instant, ce que je prends depuis une semaine, je n'ai pas d'effet secondaire. Alors après, je pense que les doses sont insuffisantes, et je pense qu'il serait bien de voir un médecin qui a l'habitude de traiter ce genre d'affaires et qui puisse m'aider là-dessus. Parce que aller voir l'alcoologue pour avoir du Valium, non, ça m'intéresse plus. Par contre, je continue à avoir une psy. Bon. Alors, vous soulevez beaucoup de points intéressants. C'est vrai que l'attitude curieuse, moi je ne suis pas alcoologue. Comme je dis, Dieu merci, je ne suis pas alcoologue. Mais bon, c'est pas gentil pour les alcoologues, mais c'est vrai que curieusement, moi quand j'ai vérifié chez les premiers patients l'effet du baclofène, que j'ai trouvé spectaculaire, et j'ai trouvé que c'était un médicament très très puissant. J'ai trouvé que c'était un médicament très puissant, intéressant. J'ai essayé chez quelques patients, n'étant pas alcoologue, j'ai pas du tout, mais bon, tout psychiatre dans ces patients a des patients dépendants de l'alcool. Et j'ai été très frappé de voir l'opposition, parfois même absolue, ou le caractère un petit peu sceptique des alcoologues, mais surtout de voir qu'ils ne l'essayaient pas. Et alors, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer cette attitude, mais elle est éminemment condamnable. Parce que quand un produit aussi prometteur arrive, le devoir des médecins qui ont en charge ces patients, c'est de l'essayer, de l'étudier et de voir l'intérêt qu'on peut en tirer, notamment dans une maladie comme l'alcoolodépendance. Alors, les alcoologues disent on attend qu'il y ait des études, mais c'est à eux à faire les études, ils ne les ont pas faites.
la situation évolue, c'est-à-dire que beaucoup d'alcoologues dans tous les centres d'alcoolologie ou certains des leaders d'opinion de cette discipline ne tiennent plus les mêmes propos, qui étaient souvent méprisants et dérisoires. Mais il reste une immense réticence de la part de certains médecins alcoologues à prescrire le baclofène. Je suis contre. Et pourquoi? On ne sait pas, et je suis contre. Bon. Les médecins traitants, les médecins généralistes, c'est très différent. C'est-à-dire qu'il faut connaître, il faut s'informer. Il y a des possibilités de s'informer. Certains médecins sont plus aventureux que d'autres et essaient. Il y a des protocoles d'utilisation du baclofène qui sont tout à fait disponibles sur Internet, réservés aux médecins sur le site, je crois, de l'association Aube, qui est une autre association qui promeut l'utilisation du baclofène. Je ne sais pas s'il est sur le site baclofène, ce protocole d'utilisation. Bon, enfin, on en trouve. Non, mais bon, ça se trouve. Mais c'est vrai qu'un médecin qui se lance comme ça sans filet dans la prescription du baclofène, souvent ils le font, ils y croient, mais ils ne savent pas l'utiliser. Et soit ils s'informent et ils apprennent à l'utiliser, ce qui n'est pas très difficile à mon avis, soit ils vous dirigent vers quelqu'un qui en a davantage l'habitude. Et grâce à l'association baclofène, vous pouvez tout à fait avoir une liste des médecins prescripteurs de baclofène qui sont de plus en plus nombreux. Moi, je le vois chez mes collègues. J'ai un ami et collègue ici présent. Il s'est mis à utiliser le baclofène. Et puis, de proche en proche, c'est comme ça s'étend comme une nappe d'huile. Et il y a de plus en plus de médecins qui utilisent le baclofène. Mais c'est vrai que c'est inadmissible, cette réponse, je suis contre, et qu'il y a un refus des alcoologues. Cela dit, certains alcoologues prennent des positions publiques et quand vous les voyez en privé, ils tiennent des discours différents et plus favorables au baclofène parce que ils en voient bien les mérites. Alors attendez, je crois qu'on n'a pas encore... donc actuellement, vous prenez 45 mg et s'il n'y a pas d'effet à l'égard de l'alcool, il faut augmenter, mais il faut que vous soyez guidé par un médecin qui a l'habitude. Mais l'association baclofène vous donnera la liste. Alors attention, la prescription hors AMM est tout à fait légale. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des voyous, des gangsters, des hors-la-loi. Lorsqu'on considère que les données actuelles de la science justifient pour un patient donné de prescrire un médicament donné, on peut le faire et parfois même on doit le faire. Okay. Si vous voulez, je vais raconter une histoire. Je soigne un patient dont la fille a une très très grave dépendance à l'alcool. Elle souhaitait être hospitalisée à Cochin et elle a vu un médecin de Cochin qui n'est pas de mon service, dont je ne citerai pas le nom. Cette malheureuse patiente, mais vraiment a eu tous les traitements possibles, les hospitalisations, les sevrages, les cures de sevrage, de post-cure, etc. Ça peut marcher chez certains patients, mais chez elle, ça n'a pas marché. Dans la majorité des cas, malheureusement, ça ne marche pas. Elle a vu ce médecin qui lui a dit « Ah, le baclofène, c'est jamais en première intention. » C'est jamais en première intention. Alors c'est la première fois qu'il la voyait, mais la patiente, elle en avait vu des tonnes. Et ça, si vous voulez, pour moi, alors qu'il y a un médicament dont on connaît l'efficacité, de ne pas le prescrire hors AMM, à la limite, on peut considérer que c'est une faute professionnelle. Un médecin qui connaît le baclofène. Bon. Donc le hors AMM, si on regarde les prescriptions qui se font en France actuellement, il y en a peut-être 25 à 30% qui sont hors AMM. En psychiatrie, on prescrit du hors AMM tous les jours. En pédiatrie, c'est 50%. Donc, si vous voulez, c'est un argument qui ne tient pas la route. Alors, ce qui est quand même très frappant dans le cas du baclofène, c'est évidemment les doses utilisées. Ce qui était, par rapport à l'AMM, c'est l'indication, et puis c'est aussi les doses. Mais ça aussi, ça se fait de façon courante pour d'autres médicaments.
Donc si vous voulez, l'argument c'est hors AMM, il faut attendre l'autorisation. Ce sont les frileux qui font ça ou ceux qui sont de mauvaise foi qui veulent pas. Depuis toujours, les zones ont été remplies de déclarations du professeur Renaud, disons-le, qui a dit que jusqu'à présent, les prescriptions étaient illégales. J'ai entendu de mes oreilles le mot illégal. C'est passé sur France Inter, sur France Info. Donc la question est tout à fait légitime. Oui. Encore aujourd'hui, il y a de grandes sommités qui prétendent qu'une prescription hors AMM est illégale et qu'ils disent à la radio. Oui, alors il faudra faire un jour un bêtisier de tout ce qui a été dit par les grandes sommités, comme vous dites, sur le baclofène, le hors AMM, etc. Je pense que on pourra mettre en tête la phrase du professeur Reynaud que vous venez de citer. Mon fils est bipolaire et schizophrène thymique. Il a été sur... je crois que c'était grâce à Science et Avenir que j'ai eu l'article sur le baclofène. Et du coup, comme il avait fait déjà des tentatives de soins et qui n'ont pas donné satisfaction du point de vue de son alcoolisme, qui est je dirais un alcoolisme modéré, mais quand même très présent. D'une part, il a pu vendre ce traitement à son généraliste. J'ai récupéré le témoignage de cet étudiant qui a fait une thèse sur le baclofène et les éléments de la conférence du docteur Beaurepaire. Et ça a tellement bien marché que mon fils a pu obtenir graduellement une prescription qui, quand il a une crise sévère, était déjà à 240 mg. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, on passe de l'autre côté du cheval, c'est-à-dire que le généraliste n'a pas vraiment pris les précautions et ça l'a amené à une crise, une décompensation massive. Bon. Ensuite, il a été hospitalisé et là, dans 2 hôpitaux, donc c'est pour ça que je posais la question. Il a été suivi au baclofène par le service d'alcoolologie de l'hôpital de Béziers, avec quand même un dosage à 80 mg. Et il a été antérieurement à l'hôpital de Digne, également traité naturellement à sa demande. Est-ce que les généralistes qui seraient intéressés à avoir de l'information, comment vous leur proposez de s'y prendre? Est-ce qu'ils peuvent s'adresser, est-ce qu'il y a un mail ou ils peuvent avoir une réponse de l'un du docteur Granger ou du docteur Beaurepaire s'ils veulent avoir des indications sur les prescriptions? Alors je vais peut-être dire très vite un mot, mais il y a les associations qui font du très bon travail et grâce auquel on a énormément d'informations, l'association Baclofène en particulier, je cite aussi l'association Aube. 2 associations sont complémentaires. Alors en ce qui concerne l'utilisation du baclofène en cas de trouble mental grave associé, c'est tout à fait possible, mais ça demande beaucoup de précautions. Ça demande, à mon avis, que ce soit fait par un médecin psychiatre, parce que le baclofène est susceptible, comme ça a été le cas de votre fils, de décompenser un état psychiatrique, de provoquer des états d'excitation, des états dépressifs, etc., mais qui se soignent tout à fait. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est le cas maintenant de votre fils qui est rétabli avec son traitement, le traitement de sa maladie psychiatrique et du baclofène qui l'aide à ne plus prendre d'alcool. Pour ce qui est des cliniques, moi j'ai eu le cas très souvent de patients hospitalisés parce que il fallait qu'ils soient hospitalisés. Il faut que le médecin prescripteur de baclofène entre en contact avec le médecin de la clinique, lui explique les choses et l'aide dans la prescription, et en général ça se passe bien. Il y a certains établissements qui sont encore, en raison du caractère hors AMM et de la responsabilité quand même qui n'est pas la même quand on prescrit hors AMM, sont réticents. Mais il faut collaborer entre le médecin prescripteur de baclofène et le médecin qui prend le relais pour le suivi du patient. Oui, merci beaucoup Bernard. J'ai bien aimé à la fois ton intervention enthousiaste, mais en même temps teintée d'humilité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que les gens aient bien conscience dans la salle, parce que dans le débat illégalité, légalité, rappeler pour les gens qui ne sont pas médecins qu'au fond, oui, on entend mieux là.
Merci. Effectivement, la prescription hors AMM est tout à fait légale, puisque en termes de santé publique et de droit, un médecin est responsable de ses prescriptions dans la mesure où elles sont conformes aux données de la science. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une donnée de la science. Une donnée de la science doit être quelque chose d'éprouvé, avec des grades de preuves qui sont effectivement différents, selon que c'est une simple observation, on l'a observé chez son patient, ou on a de très larges cohortes de gens qui, pour une même pathologie, pour de mêmes comorbidités, répondent à un traitement. Et c'est ça qui fait la preuve, au fond, d'un traitement. Et donc, s'il y a cette réticence, c'est parce que la responsabilité civile, professionnelle, légale, pénale, administrative est de plus en plus pesante. Il y a une judiciarisation de l'exercice de la vie médicale, et il y a les scandales du sang contaminé, du Mediator, enfin il y en aurait d'autres aux États-Unis, etc., qui viennent un petit peu geler les choses. Et au moindre problème, évidemment, on viendrait se retourner contre le médecin. Or, l'histoire, moi-même je suis psychiatre, il y a des médicaments en psychiatrie qui donnent des troubles très graves, avec des aplasies médulaires, les gens perdent leurs globules blancs, etc. Donc il y a des précautions à prendre. Et il ne s'agit pas d'exposer, compte tenu du nombre de gens qui pourraient tirer parti du baclofène, d'exposer des centaines de milliers de gens pour s'apercevoir au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'il y a eu 10 morts ici, 5 morts ici, que quelqu'un a eu un problème avec son foie, etc., etc. Donc c'est pour expliquer cette réticence. Moi, personnellement, je ne suis pas contre. J'ai été un des premiers, dès que j'ai vu qu'il y avait quelques collègues, et en particulier après les publications d'Arnaud de Beaurepaire, l'Étienne, etc., à proposer ce traitement. On en discutait avec les avocats, en particulier, on leur disait, mais que risque-t-on au fond si les pouvoirs publics, à un moment donné, se retournent contre nous? Et je crois que la question de la balance risque-bénéfice devant des gens qui sont exposés à des pathologies extrêmement graves. On connaît la mortalité extrêmement élevée en France. On connaît la mortalité indirecte par des événements pathologiques divers. Et on se doit de faire quelque chose, mais on se doit en même temps de pouvoir avoir des éléments qui conduisent avec tact, avec mesure, avec humilité, à pouvoir aller dans ce sens. Alors, j'arrête là ma question, mais je voulais aussi souligner que il n'y a pas un alcoolisme, il y a des alcoolismes, et on s'adresse pas tout à fait aux mêmes patients. Dans l'exemple que monsieur vient de donner, il parle de son fils schizophrène, dysthymique, si j'ai bien compris. Il y a des gens qui ont un alcoolisme mondain, il y a des gens qui ont un trouble bipolaire, il y a des gens qui ont une phobie sociale, par exemple. Ils ne sont pas tout à fait dans le même cas de figure. Est-ce qu'il y a des arguments à l'heure actuelle pour distinguer, dans les cohortes de patients que vous avez pu voir, s'il y a des formes cliniques d'alcoolisme qui semblent répondre mieux que d'autres? Merci. Alors, très vite, une réponse. Je remercie William Carvalho de ce qu'il a dit. Finalement, ça conforte ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut faire du sur-mesure. C'est tout à fait exact. C'est pas le traitement de l'angine à streptocoque, hein, on est bien d'accord. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des profils de répondeurs? Moi, je ne me pose pas cette question, qui est une bonne question. Pour l'instant, je le prescris dès qu'il y a un problème d'alcool. Et j'ai pas vu, mais ça mérite une étude plus approfondie, j'ai pas vu de grandes différences selon les différentes formes d'alcoolisme ou les pathologies associées. Mais c'est sûrement parce que mon acuité visuelle est encore un peu faible dans le domaine. Il y aura peut-être des profils de répondeurs, mais on a essayé de voir des profils de répondeurs à tel ou tel antidépresseur, on n'a jamais trouvé. Enfin, c'est une notion, je pense que aujourd'hui, tout patient qui a un problème avec l'alcool peut bénéficier du baclofène. Moi, je pars de ce principe.